Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où chaque mot pèse et chaque regard éclaire les vérités cachées. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la crise bissau-guinéenne, où Franklin Nyamsi, intellectuel panafricain, dénonce un coup d'État orchestré par Umaro Sissoco Embaló et soutenu par la CEDEAO, dans un pays suspendu entre répression interne et influence étrangère. Restez avec nous. Nyamsi décortique le rôle des institutions régionales, les réseaux criminels et les enjeux impérialistes qui façonnent cette crise. Préparez-vous à explorer la Guinée-Bissau comme jamais auparavant. Peuple bissau-guinéen, vous n'êtes pas simplement victime du faux coup d'État inventé par Umaro Sissoco Embaló pour continuer à diriger la Guinée-Bissau. Vous êtes victime d'un coup d'État perpétré par la CEDEAO contre le peuple bissau-guinéen. Vous êtes victime d'un coup d'État perpétré avec la complicité de tous les chefs d'État de la CEDEAO, pratiquement. D'autant plus qu'aucun d'entre eux ne s'est levé pour dénoncer l'injustice qui vous est faite. Vous êtes victime non seulement du coup d'État d'Embaló contre la démocratie bissau-guinéenne, mais du coup d'État de la CEDEAO contre le peuple bissau-guinéen. Dans quel but? Pour maintenir la Guinée-Bissau sous le pouvoir du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et des cartels de la drogue qui ont décidé de ne pas lâcher prise. Ce soir, dort dans les geôles du commissariat du 2e arrondissement de Bissau, le camarade Domingos Simoes Pereira. Il n'a rien fait d'autre que participer comme soutien, au candidat gagnant à l'élection présidentielle. L'avantage de l'élection présidentielle bissau-guinéenne, c'est que la commission électorale reconnaît que c'est le candidat de l'opposition qui a gagné. C'est que les magistrats reconnaissent que c'est le candidat de l'opposition qui a gagné. C'est pour cela que Embaló a mis la commission électorale en prison. C'est pour cela qu'Embaló a mis les juges électoraux en prison. Et c'est pour cela que la Camorra de criminels qui a pris le pouvoir à Bissau interdit toute manifestation publique du peuple bissau-guinéen. Car, en effet, s'ils avaient fait leur coup d'État pour le peuple bissau-guinéen, ils appelleraient le peuple bissau-guinéen à venir les applaudir en abondance dans les rues de Bissau. Mais comme ils savent que c'était un coup d'État contre le peuple, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'interdire au peuple la moindre manifestation. Car ils savent qu'ils sont une direction antipopulaire, anti-révolutionnaire, anti-panafricaniste, une direction pro-colonialiste, pro-impérialiste, une direction Camorra. C'est la mafia d'Embaló. C'est la mafia france-africaine, c'est la mafia impérialiste qui continue à tenir la Guinée-Bissau en otage. Nous avons pu espérer à un moment donné, dans ce mouvement de cette unité de l'armée de terre, il y a des véritables panafricanistes révolutionnaires, comparables aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les 3 étoiles polaires de la révolution africaine. Oh que non! Les faits nous ont rapidement ramenés à la raison. Le saltimbanque d'Embaló, c'est Embaló qui manipule et qui tient à s'accrocher au pouvoir avec le soutien des dirigeants corrompus de la CEDEAO. Alors ce soir, pendant que la vie d'un homme est menacée, celle de Domingos Simoes Pereira, nous appelons toutes les Africaines et les Africains à se mobiliser sur tous les réseaux de communication pour exiger la libération de Domingos Simoes Pereira, de l'ensemble des prisonniers politiques constitués par Umaro Sissoco Embaló, le truand en chef, et sa bande de mafieux dirigée par le général Horta Ntam. Au cœur de la Guinée-Bissau, terre marquée par l'histoire tumultueuse de ses indépendances et de ses luttes pour la souveraineté, se joue un drame politique que Franklin Nyamsi, intellectuel panafricain, dénonce avec la clarté d'un prophète et la ferveur d'un militant engagé. Ces mots résonnent comme un tambour de conscience, appel vibrant à l'éveil des Africains face aux manipulations internes et aux influences extérieures. Le peuple bissau-guinéen, selon lui, n'est pas seulement confronté à un simple, faux coup d'État, inventé par Umaro Sissoco Embaló,
mais à un dispositif complexe où la CEDEAO elle-même devient instrument de domination, détournant les idéaux démocratiques pour servir des intérêts étrangers et mafieux. Niamsi s'inscrit dans une tradition de critique panafricaine qui scrute le continent avec lucidité. Il ne se limite pas à dénoncer l'arbitraire politique, il questionne les racines profondes de la dépendance post-coloniale. La Guinée-Bissau, petit État de l'Afrique de l'Ouest, devient le miroir de la fragilité institutionnelle héritée du colonialisme et entretenue par des réseaux de pouvoir opaques. Les arrestations des magistrats et de la commission électorale, qui avaient validé la victoire de l'opposition, illustrent ce que Niamsi nomme la capture de la démocratie par le crime organisé et le néocolonialisme. Ici, chaque cellule de l'État semble instrumentalisée pour étouffer la voix du peuple, transformant la liberté en simulacre et la justice en théâtre d'ombre. Le professeur souligne avec vigueur la complicité des chefs d'État de la CEDEAO, dont le silence face à l'injustice perpétrée à Bissau trahit une complicité tacite. À travers ce silence, ce n'est pas seulement la Guinée-Bissau qui est en jeu, mais la crédibilité de l'ensemble des institutions régionales africaines. Niamsi invite à voir au-delà des apparences, la CEDEAO, censée garantir la stabilité et la paix, devient un outil de subordination, prolongement d'un impérialisme déguisé, prolongeant la mainmise des puissances occidentales et des réseaux criminels sur le destin africain. Dans cette lumière, la lutte pour la libération des prisonniers politiques, notamment Domingo Chimoé Pereira, prend une dimension symbolique et universelle, elle n'est plus seulement une question de justice interne, mais un appel à l'émancipation de tout un continent de ces chaînes invisibles. L'analyste met en parallèle les espoirs suscités par certains mouvements militaires africains, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu'il qualifie de « 3 étoiles polaires de la révolution africaine », avec la déception provoquée par la trajectoire de Mbalo. Cette comparaison n'est pas gratuite, elle invite à réfléchir sur la responsabilité des leaders et des institutions dans la formation d'une Afrique libre et souveraine. Chaque promesse de changement doit être scrutée, évaluée, et si nécessaire contestée, car l'histoire africaine est jalonnée de promesses brisées et d'influences étrangères qui sabotent l'élan collectif. Niamsi dénonce également la dimension mafieuse et criminelle du pouvoir en place, alliance avec des cartels de drogue, structures pro-impérialistes et maintien d'un climat de peur. Ces accusations, articulées avec force et précision, sont autant de miroirs tendus au continent, elles rappellent que l'Afrique doit être vigilante face aux instruments de domination modernes, souvent invisibles, mais redoutablement efficaces. La métaphore de la « mafia france-africaine » ou de la « Camorra impérialiste » n'est pas qu'une image, elle incarne la persistance d'un pouvoir qui choisit la force, la manipulation et l'injustice pour s'assurer de la continuité de son contrôle. En conséquence, la réflexion de Niamsi ne se limite pas à la critique, elle est appel à l'action citoyenne, invitation à la mobilisation sur les réseaux de communication pour défendre la démocratie et la souveraineté. Il évoque le rôle actif que doivent jouer les Africains, non seulement en Guinée-Bissau, mais partout sur le continent, l'engagement ne peut être passif. La voix du peuple doit être entendue, ses revendications exprimées, et la solidarité africaine activée pour contrer les forces d'oppression, internes comme externes. Enfin, cette première partie de l'analyse nous pousse à méditer sur la leçon centrale, la souveraineté et la dignité africaine sont des combats permanents. Chaque ingérence, chaque complicité silencieuse est un rappel brutal que la liberté n'est jamais acquise. Le rôle des intellectuels, des citoyens et des leaders conscients est de maintenir la flamme de la lucidité et de la vigilance, de cultiver la sagesse et de revendiquer un avenir construit sur la justice et la solidarité collective. Si la première partie a dressé le tableau du drame politique bissau-guinéen et mis en lumière les manipulations internes et externes, cette seconde partie plonge au cœur des leçons que l'Afrique doit tirer de ces événements. Franklin Niamsi, par son verbe incisif et son engagement militant, invite à un examen critique et collectif de nos structures politiques et de nos comportements en tant que citoyens africains. Le constat est clair, l'Afrique ne peut se permettre la passivité. Les chaînes du néocolonialisme, de l'impérialisme et de la corruption ne se brisent pas d'elles-mêmes, elles nécessitent la lucidité, l'action réfléchie et la solidarité de tous. Niamsi met en avant un élément central, la complicité et le silence des dirigeants africains. Cette dénonciation, loin d'être un simple réquisitoire, est une leçon pour l'Afrique entière. Elle rappelle que la souveraineté du continent ne se limite pas à l'indépendance proclamée par un traité ou un drapeau, elle se construit chaque jour dans la vigilance, l'éthique et le courage politique. La CEDEAO, en tant qu'institution régionale, est ici présentée comme un miroir des fragilités de l'Afrique post-coloniale, une structure dont le rôle devrait être de protéger les peuples et de garantir la justice, mais qui devient instrument d'oppression lorsque ses membres se soumettent aux intérêts privés et étrangers.
L'analyse de Niamsi ne se limite pas à la critique institutionnelle, elle révèle les mécanismes de manipulation du pouvoir, les alliances avec les réseaux criminels et l'usage de la peur pour maintenir la population sous contrôle. Ces observations sont autant de rappels pour l'Afrique, aucun système n'est inviolable, aucun pouvoir ne doit être accepté aveuglément. Chaque citoyen, chaque intellectuel, chaque leader est appelé à exercer sa responsabilité en dénonçant les injustices, en soutenant la justice et en favorisant la transparence. La mobilisation autour de la libération de Domingo Chimoé Pereira et des prisonniers politiques devient ainsi un symbole puissant. La défense des droits civiques et de la démocratie ne peut être ponctuelle, elle doit être continue et collective. Niamsi ouvre également une dimension comparative et inspirante. En citant les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger comme « trois étoiles polaires de la révolution africaine », il ne se contente pas de pointer l'échec bissau-guinéen, il trace un horizon, un modèle possible pour le continent. Ces figures incarnent le courage et la vision panafricain, rappelant que des alternatives existent et que l'Afrique peut produire des leaders guidés par l'éthique, la justice et l'intérêt collectif. La leçon pour le peuple africain est double, il faut savoir reconnaître les véritables leaders révolutionnaires, et il faut se préparer à contester ceux qui trahissent la cause collective. La dimension stylistique et narrative de Niamsi, avec ses images fortes, mafia france-africaine, Camorra impérialiste, truand en chef, sert à réveiller l'âme africaine. Elle transforme l'analyse politique en appel émotionnel et moral. Chaque phrase est une invitation à la vigilance, chaque métaphore un signal d'alarme face aux forces de soumission et d'exploitation. L'Afrique, selon cette lecture, doit apprendre à lire entre les lignes des discours officiels, à déchiffrer les stratégies de manipulation et à développer sa propre conscience critique. Au-delà de la dénonciation, Niamsi nous offre une vision constructive, une Afrique qui ne se résigne pas, qui choisit la lucidité et la renaissance collective. Il insiste sur la mobilisation citoyenne, l'usage des réseaux de communication et la solidarité panafricaine comme instrument de transformation. La responsabilité individuelle et collective devient alors le levier central, chaque voix compte, chaque action, même modeste, contribue à la lutte pour la justice et la souveraineté. Pour conclure cette analyse, l'avenir de l'Afrique repose sur la sagesse et l'engagement de chacun. Franklin Niamsi nous rappelle que la liberté et la dignité sont des combats constants, et que l'Afrique peut se réinventer si ses peuples refusent la passivité et choisissent la lucidité. Que chaque citoyen africain, inspiré par la force de la solidarité, la vigilance et la mobilisation, devienne un acteur de cette renaissance. Proverbe africain pour clore, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.